Après 5 ans de lutte contre un cancer en phase terminale, la dernière flamme de vie d'Iraku s'est éteinte et son âme est entrée dans le royaume céleste. Ayant vécu 39 ans remplis de trahison et de souffrance, le dieu du monde s'excusa de lui avoir accidentellement donné une vie si horrible. Alors, pour compenser son erreur, le dieu lui accordera une seconde vie avec un corps en bonne santé et promet de réaliser n'importe lequel de ses souhaits. La seule chose que Iraku ait jamais désirée était de renaître comme fermier dans un endroit isolé. Voulant l'aider dans son voyage, Dieu lui a donné l'outil le plus puissant de cet univers, l'outil agricole tout-puissant. D'une simple pression, sa flamme brûle de nouveau et Iraku se réveille au milieu d'une forêt. En bougeant son corps pour la première fois depuis des années, il réalise que c'est tout ce qu'il a toujours souhaité. Et avec l'outil agricole tout-puissant apparaissant dans sa main, il commence à utiliser son nouveau corps pour cultiver la terre. En cultivant le champ, il remarque qu'il ne se sent jamais fatigué en utilisant l'outil. Pourtant, il avait besoin de trouver un bon endroit pour sa ferme, alors il a cherché dans toute la forêt jusqu'à ce qu'il trouve un arbre géant à appeler sa maison. Il n'y avait ni rivière ni étang dans la forêt, alors pour étancher sa soif, Iraku a décidé de creuser un puits pour trouver de l'eau. Son outil agricole tout puissant s'est transformé en pelle et lui a permis de creuser profondément dans la terre jusqu'à ce qu'une flaque d'eau commence à se former. Avec une source d'eau assurée, il a commencé à défricher le terrain jusqu'à ce qu'il trouve un arbre qui l'empêchait de cultiver. Avec les connaissances de sa vie antérieure, il a essayé de l'abattre stratégiquement, mais d'un seul coup de sa hache puissante, l'arbre est tombé instantanément et il a couru avant qu'il ne l'écrase. Maintenant qu'il a obtenu son premier tronc de chêne, il l'a transformé en 4 planches de chêne en utilisant son maillet. Après avoir converti tous les troncs en planches avec sa table de travail, le soleil a commencé à se coucher et il a paniqué pour essayer d'obtenir du feu. Mais sans aucun bois de chauffage, il passa toute la nuit à creuser un trou dans le grand arbre. Au début, il pensait qu'il aurait pu simplement construire une cabane en terre, mais il se souvint que Newton avait inventé la gravité dans ce monde, alors il ne voulait pas s'enterrer vivant. Le lendemain matin, il ramassa du bois de chauffage et alluma son premier feu pour éviter la même erreur. Cela fait plus d'une journée que tous les arbres ont été abattus au loin, mais Iraku n'a pas ressenti ni fatigue ni faim une seule fois. C'était le pouvoir de son outil tout puissant. Et alors qu'il s'apprêtait à continuer le défrichement de la forêt, un lapin monstrueux s'est précipité vers lui, mais avec son bâton puissant, il l'a achevé instantanément. En mangeant les brochettes, il se sent coupable d'avoir tué le lapin, mais il souhaite avoir une houille pour manger la nourriture. Désolé, je voulais dire qu'il souhaite avoir une houe pour cuisiner. Après avoir mangé, il fallait bien que cela sorte d'une manière ou d'une autre. Alors Iraku a créé des toilettes innovantes ainsi qu'un abri pour l'intimité. Une fois tout réglé, il a commencé à cultiver la terre et à passer le reste de la journée à se demander quels légumes il devrait planter en premier. Il avait fini tard, donc il décida de chercher des graines le lendemain. Mais le matin, des plantes avaient déjà germé sur le terrain. Il ne comprenait pas comment des plantes pouvaient pousser de rien. Et Iraku pensa que c'était un effet secondaire de son outil agricole. Indépendamment de leur apparence, il a commencé à construire une clôture pour les protéger des zombies la nuit et à creuser un monticule pour éloigner tous les rampants. Le processus a pris quelques jours, mais après avoir enfin terminé le périmètre, Iraku a remarqué que les plantes avaient poussé à une vitesse incroyable. Avec tout le bois supplémentaire, il a décidé de créer une petite maison en rondin et a utilisé ses compétences en menuiserie pour créer un beau toit, augmentant ainsi son niveau de civilisation. Après quelques jours supplémentaires d'agrandissement de sa ferme, Iraku a vu un couple de loups qui étaient très blessés, alors il a essayé de les faire entrer. Avec la viande restante du sanglier géant qu'il avait vaincu, Iraku les a nourris, mais a remarqué que l'un d'eux était enceinte. Enfant, son seul souhait était d'avoir un chien, alors il a souhaité qu'il lui tienne compagnie. Mais la femelle a commencé à accoucher. Pour essayer de les protéger, il les a amenés dans la cabane en rondin et a allumé un feu pour les garder au chaud quand le soleil s'est couché. Après une longue nuit sans sommeil, Iraku est venu voir 4 petits chiots en train de téter. Pour célébrer leur naissance en bonne santé, il leur a donné la meilleure viande qu'il avait rassemblée. Un moment a passé et les chiens sont restés dans sa cabane, alors Iraku a décidé de construire une nouvelle maison juste à côté d'eux. Lorsque les chiots ont commencé à courir partout, ces plantes étaient prêtes à être récoltées, et il a remarqué que les tomates étaient les premières à enfin produire des fruits. Il en a offert quelques-unes à ses chiens et a nommé le mâle Kuro et la femelle Yuki. Après quelques semaines, Iraku a appris tous les secrets de son outil agricole tout puissant. En pensant aux pommes de terre, l'outil tout puissant a planté des graines de pommes de terre par magie, donc il a utilisé ce tour pour créer tous les aliments qu'il a toujours voulu. Et en plus de cela, tout ce qu'il cultivait avec son outil tout puissant poussait beaucoup plus vite que normalement. Reconnaissant du fait que les dieux lui ont donné un objet si surpuissant, Iraku a créé 2 statues pour les commémorer. Cet après-midi-là, il s'est rendu compte que son régime devenait très répétitif, alors il a décidé de commencer à planter des arbres. Ils peuvent mettre des années à commencer à produire des fruits, mais l'attente en vaudra la peine. Au fil des semaines, les loups ont commencé à développer des cornes et ils ont trouvé une cascade à 30 minutes de là. Bien que créer un canal faciliterait l'accès à l'eau douce, la distance à creuser était trop longue.
Il a donc décidé de se concentrer sur sa base pour le moment. La ferme se développait régulièrement, et il avait commencé à ajouter une variété de plantes comme le blé et la canne à sucre pour se soutenir. Mais tandis que des mois de progrès passaient, Hiraku commençait à perdre la notion des jours, et l'hiver approchait rapidement. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse continuer à cultiver dans cet état, et la fourrure des grands lapins sentait affreusement mauvais alors qu'elle commençait à pourrir. Pour se préparer pour l'hiver, il a commencé à rassembler de la nourriture et du bois de chauffage. Mais un jour, Kuro l'a amené à rencontrer une araignée géante. Avec la soie de sa queue, elle a pu produire un mouchoir avec une broderie détaillée. C'est devenu le nouveau citoyen de sa petite ferme et a produit tous les textiles en échange de quelques pommes de terre. Que ce soit un manteau pour l'hiver, un lit rempli de feuilles ou des rideaux pour bloquer le vent froid, l'araignée, Zabuton, a produit tout ce dont il avait besoin. Sa petite cabane commençait lentement à devenir plus civilisée. Et ainsi, l'hiver est enfin arrivé. Avec la cheminée qu'il avait construite, il a pu survivre aux nuits froides et rigoureuses. Pourtant, peu importe qu'il survive, il commençait à se sentir terriblement seul, s'inquiétant d'oublier comment parler à quelqu'un. Lorsque le long hiver passa et que le printemps arriva enfin, les enfants loups avaient grandi et décidèrent de quitter le nid. Mais quelques jours plus tard, ils sont revenus avec des partenaires. L'un d'eux a même battu un loup de main et a conquis la fille comme un gigachad. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir des surprises, car l'araignée est revenue avec ses propres enfants. Toute leur famille s'agrandissait, alors Haraku a commencé à cultiver pour pouvoir les nourrir. Mais pendant qu'il cultivait, l'araignée a commencé à sonner l'alarme. Kuro s'est dirigé vers la source avec Haraku, et au milieu de la forêt, ils ont trouvé une fille aux cheveux argentés en train de pleurer. Tous les animaux étaient inquiets et elle a essayé de lui demander de l'aide. Alors Haraku s'est approché d'elle, mais en tentant de la protéger, il est tombé dans son piège. Et la fille a sauté vers lui pour mordre son cou, se transformant en vampire rempli d'intrigues. Les loups l'ont immédiatement attaquée et ont commencé à la détruire, la faisant revenir à sa petite forme. Il se demandait si elle était son ennemie, mais la fille a dit que la raison pour laquelle elle devait sucer son sang était de récupérer son énergie avant de dépérir. Se sentant mal pour la manière dont ses chiens l'avaient battue, il lui a proposé de mordre son cou, et elle a commencé à le sucer. Désolé, je voulais dire qu'elle a commencé à sucer son sang. Elle s'est transformée en une version d'elle-même plus grande, mais Haraku se souvenait qu'elle était plus grande et avait plus d'intrigue, alors il lui a dit de se dépêcher et de sucer plus de son sang pour qu'il puisse revoir son intrigue géante. Après avoir aspiré tous ses fluides corporels, Haraku lui a fait visiter sa ferme. C'était la première fois qu'elle voyait ses fruits anormaux, et quand elle en a croqué un, elle les a trouvés délicieux. Il était content que quelqu'un apprécie sa nourriture, car pour la première fois, il avait trouvé une personne avec qui il pouvait apprécier passer du temps dans ce monde solitaire. De retour chez lui, il réalise que la journée a été pleine de surprises et se demande si quelque chose de similaire se reproduira un jour. Elle s'appelait Lulu Lucy et elle lui a demandé si elle pouvait venir lui rendre visite à l'avenir. Mais il avait une demande différente et lui a demandé si elle resterait avec lui ici pour toujours. Il ne veut pas que ce soit juste une aventure d'un soir car son chat était vraiment spécial et lui pense qu'il essaie de lui faire une proposition. Il ne veut pas laisser passer cette chance et ne se soucie pas si elle est un vampire. Il ne sait pas combien d'années de plus il peut supporter d'être seul. Elle lui dit que c'est juste si soudain parce qu'elle ne s'attendait pas à une demande en mariage. Mais Haraku se rend compte qu'elle a mal compris ce qu'il voulait vraiment dire. Après avoir compris qu'il faisait effectivement une demande, il a décidé de persister, la suppliant de l'épouser. Lu lui sourit, disant qu'elle veut rester avec lui pour toujours. Il l'entraîne au lit pour une autre aventure d'une nuit. Le lendemain, il a utilisé le long bâton de sa houe pour cultiver des bébés avec sa nouvelle houe. Il s'assoit côte à côte et regarde les arbres pousser, mais l'araignée commence à sonner l'alarme à nouveau. Haraku court et se demande pourquoi il a l'impression de déjà vu. Il libère la fille Ange et pense que cette histoire va devenir vraiment intéressante avec tout le développement de l'intrigue. Lu essaie de s'éclipser, mais la fille Ange l'a finalement trouvée et est prête à venir la traîner, alors les chiens la dévorent. Que veux-tu dire par là ? Elle est surprise que Lu se soit caché dans la forêt et elle est en colère d'avoir atteint l'orgasme après que les chiens l'ont léché. Lu est également en colère d'avoir atteint l'orgasme lorsque les chiens l'ont léché. Et Haraku se demande pourquoi se blesser les aurait conduites à atteindre l'orgasme. La fille Angélique se demande qui est cet homme, et Lu le présente en rougissant comme son mari tandis que son visage devient plus rouge qu'une tomate. Giant Plot Cannon se présente comme Tia, et elle est venue trouver Lu parce qu'il y a une prime sur sa tête. Elle faisait constamment des recherches sur différentes concoctions et faisait exploser le royaume chaque fois que quelque chose n'allait pas comme elle le voulait. Hu révèle que c'est la raison pour laquelle elle était au milieu de la forêt ce jour-là. Alors, elle se pencha sur la table et demanda à Tia si elle voudrait commencer à vivre ici. Elle promet de lui montrer toutes les cultures, comme l'aubergine d'Haroku à côté de leur pêche ronde. Je ne sais pas quoi dire pour ça. Vraiment déplacé. Lu lui fait ensuite visiter la ferme et Haraku essaie de lui apprendre à couper le chou. Après l'avoir coupé,
il le prépare en repas et y ajoute un peu de sel avant de le lui remettre. Elle a trouvé cela délicieux et après une longue journée à la ferme, ils se sont nettoyés en utilisant leur capacité magique. À l'intérieur de sa maison, elle a goûté des fraises pour la première fois et Lu lui a dit qu'ils allaient lui apprendre à faire une tarte à la crème de fraise ensuite. Elle s'est accrochée à ses bras, la suppliant de vivre ici avec eux parce que son corps ne peut pas tout supporter si elle est seule. Ce fut le début de leur vie ensemble. Tia pense qu'elle a aimé la tarte à la crème de fraise, alors elle lui demande plus de fraises, mais Haraku pense qu'en rajouter encore maintenant gâcherait la nourriture. Pendant qu'ils continuaient à marcher, Haraku a remarqué les nouveaux chiots de Kuro et a décidé de construire une étable pour eux dans le champ ouvert à côté de leur ferme. Après qu'il ait fini, il a remarqué que tous les enfants de Zabuton tissaient leur soie pour s'envoler. En même temps, Tia lui a dit qu'elle allait aussi partir pour un moment et a commencé à s'envoler avec ses ailes. Quelques jours plus tard, Tia est revenue et a amené encore plus de filles pour ajouter au harem. Ce sont des hauts elfes parce qu'ils ont de grandes terres et toutes se présentent. Elles sont aussi toutes parentes, donc l'inceste va prévaloir dans cette intrigue. Haraku se demande pourquoi il n'y a pas de garçons elfes, mais Tia révèle la triste réalité qu'ils ont dû endurer. Pendant la dernière grande guerre, toute leur population masculine a été décimée et ils ont erré dans les bois jusqu'à maintenant. Leur seul souhait est de se reproduire maintenant et ils supplient Haraku de les aider. Avec l'augmentation de la population du village, Haraku a commencé à leur construire une maison pour qu'ils puissent tous vivre ensemble. Leurs compétences en construction et en menuiserie leur ont permis de construire la maison en 10 jours seulement, et ils pensaient qu'elle était bien plus agréable que la cabane en terre de Haraku. Cependant, au minimum, il souhaite que dans cette maison spacieuse, il puisse se sentir en sécurité et en paix. Au fur et à mesure que les jours passent, le chef des elfes veut le remercier de les avoir laissés rester ici, en minant et en forgeant pour lui, alors il commence à construire un fourneau dans la terre. Après le traitement du fer, Haraku voit les casseroles métalliques qu'ils ont créées, et ils lui disent qu'ils peuvent faire toutes sortes de choses après avoir vécu à l'état sauvage pendant 200 ans. Pourtant, la seule chose qu'ils ont souhaité pouvoir faire est de s'installer et de se reproduire. Haraku pensait qu'il serait préférable d'éviter de développer l'intrigue avec tous les elfes et rester un protagoniste typique d'anime. Un jour, alors qu'elle faisait de l'agriculture, les elfes ont remarqué qu'il avait un champ de blé géant, et l'une d'elles lui a demandé si elle pouvait faire du pain, lui disant qu'elle avait la levure la plus rare du pays. Haraku était enthousiaste, alors les filles ont commencé à faire du pain et l'ont transformé en graissin pour qu'Haraku puisse essayer. En même temps, elles se demandent toutes si le champ d'Haraku est aussi long et savoureux. Maintenant qu'il peut enfin faire du pain, il aimerait agrandir les champs de blé, mais il se rend compte que leur expansion commence à devenir incontrôlable. Il demande à Lou à qui appartient cette terre, et elle lui dit que bien que personne ne la possède, elle est probablement sous le contrôle du Seigneur Démon. Cependant, puisqu'il a créé toute cette terre sans aide, cette terre appartient à Haraku. La nuit, les filles se rassemblent et se demandent comment Haraku a pu apprivoiser les loups infernaux et l'araignée démoniaque. Même ces cultures ne devraient pas pouvoir pousser dans ce sol, et elles commencent à se demander pourquoi il n'a aucune connaissance de leur monde. En même temps, Haraku réalise qu'il n'a pas travaillé sur le canal depuis longtemps. Alors il décide de s'en occuper demain. Le matin, Haraku voit Zabuton montrant une reine des abeilles, et Haraku décide de construire une maison pour les abeilles afin qu'elles puissent produire du miel pour lui. Ils passent tout l'après-midi à préparer un réservoir. Ils ont commencé à produire en masse le canal en béton. Les filles elfes se penchèrent pour s'assurer que tout s'était placé au bon endroit. Pendant qu'elles se concentraient sur les tâches difficiles, Haraku bouchait tous leurs trous avec son marteau dur. En raison de leur efficacité, le canal a été terminé en une seule journée et le réservoir était déjà plein. Cela devrait leur permettre d'arroser les cultures plus facilement, mais Haraku a remarqué que le réservoir lui permettait aussi d'avoir des poissons sans effort. Il a pensé que même si les lapins étaient dangereux dans cette forêt, au moins les poissons étaient dits paisibles. Mais un poisson géant l'a presque dévoré à ce moment-là. Les filles l'ont vu cuisiner le poisson, et sachant qu'il venait de la forêt de la mort, elles se sont demandé si c'était vraiment sûr de le manger. Haraku a fini de le préparer et a essayé de leur en donner. Mais ils lui ont dit qu'il voulait un autre type de dîner à base de viande. Haraku n'avait aucune idée du type de viande dont il parlait, alors il a commencé à la manger et a trouvé ça délicieux. Les deux filles l'ont essayé et ont trouvé ça délicieux, et le reste des elfes voulaient un peu de sa viande, dit Giti. Pour les satisfaire tous, Haraku a commencé à capturer plus de poissons et à les conserver avec du sel. Souhaitant diversifier leur alimentation, Haraku a essayé de cultiver la terre en pensant au riz, et bien qu'il ait réussi à pousser, la texture du riz n'était pas bonne. Puisqu'ils ont construit un canal entier, il a décidé de commencer à construire une rizière avec les elfes. Après avoir travaillé le sol pendant des heures, Haraku a ouvert toutes les vannes des filles. Désolé, je voulais dire qu'il a ouvert la vanne et a demandé l'aide des filles elfes. Toutes les filles elfes ont commencé à être mouillées, et Lia n'aimait pas le liquide visqueux.
Ensemble, ils se sont tous penchés et ont planté tous les plants de riz. Quelques jours plus tard, toutes les plantes étaient prêtes pour la récolte, et Haraku les a mises à sécher. Lia était impressionné qu'il savait tout cela, mais Haraku est reconnaissant d'avoir toujours regardé une idole de l'agriculture avant de mourir du cancer. Une fois que toutes les plantes étaient sèches, Haraku a utilisé son outil agricole pour créer un batteur et leur a montré comment récolter le riz. Les filles ont vu tout le travail nécessaire pour préparer le riz et se sont demandé s'il avait enfin terminé. Mais Haraku a révélé qu'il reste une étape de plus. Il s'est préparé à cuire le riz et a demandé à Lou d'utiliser sa magie pour allumer le feu, alors elle s'est préparée à libérer son explosion ultime pour tout réduire en miettes. Mais il lui a dit de se calmer, ce qui l'a déçu. Avec une petite flamme, Haraku a cuit le riz jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt et l'a façonné en boule de riz pour que les filles puissent goûter. Lou a décidé d'en prendre une bouchée. Les filles ont trouvé cela dégoûtant et ont regretté d'avoir fait tout ce travail pendant tout ce temps. Mais Haraku savait qu'elle mentait quand tout le riz avait disparu. Il a décidé d'agrandir la rizière et toutes les filles ont commencé à nettoyer une fois qu'elles avaient terminé. Comment ça peut arriver, bordel? Haraku voit comment ils peuvent tous se nettoyer avec la magie et il aimerait avoir un bain pour se laver. Comme il a enfin construit un canal, il a décidé de construire un bain et a montré aux filles ses plans pour la conception de la plomberie. Les filles se demandaient pourquoi faire tout cela alors qu'elles pouvaient simplement nager dans la rivière. Mais Haraku leur a rappelé qu'elles gèleraient en hiver. De plus, il voulait vraiment un bain pour la santé et certainement pas pour les regarder sans protection scénaristique. Les filles ont commencé à construire un fourneau pour chauffer l'eau et ont créé la plus grande baignoire possible. Tout allait bien, mais Haraku se demandait ce qu'il ferait de toute l'eau sale. Tia pense que les slimes pourraient s'occuper de purifier l'eau, mais Haraku se demande s'ils sont les monstres dangereux qui ont détruit des aventuriers. Tia n'a aucune idée de ce dont il parle, alors elle est partie et a rapporté du slime pour lui. Il en a placé quelques-uns dans la zone de purification de l'eau et à l'intérieur de la salle de bain. Tout d'un coup, leur problème d'eaux usées était résolu, alors il a commencé à ramasser du bois de chauffage pour le brûler. Mais l'un d'eux avait des champignons qui poussaient à-dessus. Il avait été méfiant envers les champignons tout ce temps car ils pouvaient être vénéneux, mais toutes les filles pensaient qu'ils étaient sûrs et voulaient tous les manger. Alors Haraku a commencé à préparer des bûches pour la culture des champignons. Au coucher du soleil, Haraku avait enfin terminé le bain et a essayé de l'expliquer aux filles, mais elles voulaient voir une démonstration pratique. Il a enlevé sa protection de parcelle et a commencé à leur montrer comment cela se fait. Mais les filles ont commencé à sentir un autre type de liquide couler, alors elles ont toutes enlevé leur armure de parcelle et ont décidé de le rejoindre. Lou lui a dit que c'était parfaitement bien pour eux tous de le faire ensemble et Haraku a senti l'os de son épée devenir tranchant et dur. Le matin suivant, Haraku a vu tous les champignons comestibles qui avaient poussé, mais les chiens avaient amené plus d'elfes. Bien sûr, c'était des femelles, mais qui s'en plaint? Lia révèle qu'ils vivaient ensemble auparavant et il est heureux de les avoir tous avec lui. Lia propose de travailler à l'agrandissement de sa maison pour qu'ils aient tous plus d'espace et les encourage à commencer à faire des enfants. Haraku ne savait pas pourquoi ils étaient si optimistes. Quel putain de gâchis! Kyros a remarqué que le harem de son maître s'est agrandi et nous raconte son histoire. Avant d'avoir un maître, il n'avait jamais eu de nom. Depuis sa naissance, il errait seul et n'avait jamais perdu un combat contre un autre mâle. Son seul souhait était de continuer à vivre librement, mais quand il a rencontré cette femelle, elle l'a détruit. Après sa défaite totale, ils ont commencé à voyager ensemble, mais un jour son ventre a commencé à grossir. Il voulait tout faire pour continuer à la protéger, mais la paix ne durerait pas et un ours géant était sur le point de les anéantir. Cependant, après avoir été grièvement blessé, l'ours s'est éloigné. Pourtant, ils ne pouvaient plus chasser pour se nourrir et ont accidentellement atteint l'endroit le plus dangereux de la forêt, son centre. Ils ont vu un humain se promener sans se soucier du monde, mais Kuro a remarqué l'outil dans sa main et a ressenti la puissance illimitée qui en émanait. Ils avaient déjà accepté que leur vie était terminée, mais il a commencé à s'occuper d'eux. Et Kuro a remarqué que la nourriture était faite à partir d'un sanglier de porte, l'impressionnant qu'il ait pu vaincre un monstre si puissant. Après la naissance de leurs enfants, ils ont décidé qu'Haraku deviendrait leur maître, et ont apprécié toute la nourriture qu'il a préparée pour eux. Peu de temps après, leurs enfants ont grandi pour former une grande famille, et ils ont remarqué que le harem de Haraku grandissait également. Mais il avait encore un seul souci, leur maître n'a pas découvert qu'ils sont les légendaires loups infernaux, mais Kuro pense que c'est bien de toute façon. Il est reconnaissant que sa vie l'ait conduit à une si belle existence avec lui. Après quelques semaines, la nouvelle grande maison a été achevée et Haraku se souvenait de tout le creusement et le découpage de bois qu'il a fallu pour préparer cette maison. Même s'il savait qu'elle serait aussi grande, il n'a jamais imaginé à quel point elle serait belle à l'intérieur.
Ils lui ont montré la belle chambre qu'ils ont créée pour lui, et en face de sa chambre principale se trouvait la grande salle à manger. À l'arrière, il y avait la cuisine, et sur les côtés, il y avait encore plus de poêles pour les grands repas. Enfin, la cave était assez grande pour stocker beaucoup de nourriture et de bois de chauffage pour l'hiver. Au deuxième étage, les filles ont vu leur chambre et étaient contentes d'avoir chacune leur propre espace. Mais Haraku a remarqué qu'une des pièces avait un énorme verrou la fermant. Yes! 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 見なかったことにした。 No! 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 En plus de ces statues de dieux, Haraku a créé quelques statues de chiens pour décorer l'entrée de sa maison. Et il pensait que ça prenait vraiment une belle forme. À l'intérieur de sa nouvelle maison, Haraku a rassemblé tous les ingrédients pour une nouvelle recette. Les filles se demandent ce qu'il va cuisiner et il révèle que c'est un plat appelé curry. Les filles espèrent ne pas avoir à goûter un autre de ces repas pourris et préféreraient être cuites dans la marmite à la place. Il est sorti récolter des épices pour son curry. Et les filles ont réalisé qu'elles n'avaient jamais vu ces plantes auparavant. C'était un autre pouvoir de l'outil agricole tout puissant de Haraku. Avec lui, il peut faire pousser des plantes très sensibles dans n'importe quel climat. Pour les épices, il va avoir besoin de cumin tia. Pardon, je voulais dire qu'il avait besoin de cumin et il voit que la fleur a déjà fleuri. Quant à la plante suivante, il avait besoin de curcuma et grâce à la magie des filles, elles ont séché toutes les épices. Enfin, il avait besoin de coriandre et de coriandre fraîche. Les chiens voulaient aussi goûter, mais quand ils ont senti la coriandre, ils ont pris peur et se sont enfuis. Après avoir rajouté un peu plus de poivre noir et de cayenne, Haraku était enfin prêt à commencer à cuisiner, mais il a remarqué que les filles s'étaient ennuyées de sa tête et étaient parties. Dans la cuisine, il se demanda si Lia serait la seule à l'aider, et Lia lui dit que son plan est de toute façon meilleur que celui des autres filles. Il ignora ses tentatives et commença à préparer un repas. Ils ont cuisiné la viande et ont essayé de l'assaisonner, mais Haraku a réalisé qu'il manquait quelque chose depuis tout ce temps. C'est du nan et il est en colère d'avoir réussi à l'oublier complètement. Ils ont commencé à étaler la pâte ensemble et après en avoir cuit une montagne, son repas était enfin prêt. Toutes les filles se sont réunies pour essayer son curry et ont pensé qu'il avait l'air mauvais, mais il les a encouragées à l'essayer. Lou et Tia ont pris une bouchée. Ça n'avait pas seulement l'air mauvais, ça avait même un goût horrible, lui ont-ils dit, mais ils se sont tous précipités pour en reprendre. Alors Haraku se demandait pourquoi ils en mangeaient tous, jusqu'à en être rassasiés. Il se demandait s'ils se moquaient de lui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils faisaient semblant d'aimer ça parce qu'ils avaient besoin d'un autre type de viande. L'hiver approchait enfin, et comme ils allaient passer la plupart de leur temps à l'intérieur, quand il fait froid, Zabuton hiberne en haut de l'arbre, donc Haraku lui a donné des pommes de terre, et a pris des couvertures supplémentaires pour l'hiver. Lia était penché comme toujours. Il a vu les autres filles percer une aiguille à travers le trou de sa viande. Ne cherche pas ça, Kuro et les autres chiens ne pourront pas bien chasser, alors ils font tout pour manger les morceaux rosés de Tia. Avec toutes les autres bases couvertes pour l'hiver, il se demandait comment conserver les légumes. Alors il a créé une boîte qui sera couverte d'une couverture et qui permettra à la neige de servir de congélateur. Même avec toutes ces tactiques de génie, il aimerait pouvoir utiliser la magie, ne serait-ce qu'une fois. La nuit, Lou essaie de lui apprendre à utiliser un sort d'allumage et explique qu'il est normal qu'il ne puisse pas invoquer un golem difficile dès le premier essai. En entendant cela, il pense qu'elle est incroyable de pouvoir invoquer plusieurs golems à la fois, mais Lou lui dit que son intrigue est meilleure que celle de Tia. Haraku pense qu'ils sont tous incroyables d'utiliser la magie alors qu'il ne peut rien faire d'autre que Guardmate. Mais Lou lui dit qu'il est le plus incroyable ici. Sans lui, tout ce village s'effondrerait et il est capable de continuer à les nourrir chaque jour grâce à son travail acharné. Elle lui dit qu'il est le seul à pouvoir faire cela et lui sourit. Le premier gel de l'hiver arrive et la neige commence à s'accumuler. Avec tout le temps passé à l'intérieur, Haraku a décidé de créer quelques jeux classiques, reversi et échecs. Il leur a appris à jouer, mais Lou trouvait cela trop simple pour être amusant. Cependant, Tia lui a dit que ces règles simples permettraient des défis complexes. Il a dit à Tia qu'elle avait raison, alors Lou est devenu en colère et a essayé de défier Tia pour une partie. Après 2 heures, Tia était sur le point d'être complètement détruite et Haraku remarqua que ses mains tremblaient, mais elle fit semblant de les laisser glisser. Elle s'est excusée parce qu'ils allaient devoir tout recommencer, mais Tia utilise sa magie pour faire retomber toutes les pièces exactement là où elles étaient. Elle lui dit que c'est embarrassant qu'elle joue comme une enfant et Haraku essaie de voir comment les autres se débrouillent. Il voit les 2 autres filles jouer paisiblement au reversi et Kuro indique où serait la meilleure position possible. Cela le choque de voir comment Kuro peut comprendre les règles, mais il voit les autres loups jouer aux échecs correctement. Et même si cela peut sembler mignon au premier abord, il ressent une aura intense émanant d'eux. Lou décide de jouer une partie contre eux, car elle est sûre de ne pas perdre, mais la partie ne se termine pas bien.
Tous les 4 jouent au Mahjong, et Haraku pense qu'il a l'avantage en raison de la complexité des règles. Alors, il a essayé de se venger pour Lou, mais toutes les filles l'ont complètement battu. Pauvres Haraku et Lou ont tous les deux été écrasés. Après quelques semaines, ils en avaient assez des jeux de société, alors Haraku a fabriqué des équipements de bowling en bois. Même si ce n'était qu'un simple jeu, toutes les filles l'ont apprécié, et ainsi, les jours d'hiver ont commencé à passer lentement. Le réfrigérateur créatif qu'il avait créé fonctionnait, et elles ont pu profiter de leur nourriture délicieuse jusqu'à ce que la neige fonde finalement et que le printemps arrive. Mais alors qu'il essayait de profiter de la chaleur agréable, Zabuton a sonné l'alarme pour les avertir de l'approche d'un monstre géant. Haraku a regardé le ciel et a remarqué un énorme dragon volant vers eux. Mais Tia lui a dit que ce n'était pas un dragon, mais un wyvern. Le wyvern a rugi dans le ciel et a commencé à préparer un souffle de feu pour détruire l'arbre, mais Tia a à peine réussi à le repousser. Une partie du feu est quand même tombée et Lia s'est précipitée avec les autres pour l'éteindre. Haraku se demandait ce qu'il pouvait faire dans cette situation et voulait faire tout son possible pour protéger tout le monde. En serrant le poing, une lance apparut et il la pointa vers le ciel, la lançant de toutes ses forces. La lance s'est heurtée aux défenses du wyvern et les a transpercées, déchirant ses ailes. Il est retourné en arrière pour que Haraku puisse lancer une autre attaque, touchant directement la poitrine du wyvern et l'envoyant s'écraser au sol. Profondément dans la forêt, Haraku a trouvé le cadavre du dragon et s'est demandé si quelqu'un l'avait envoyé pour les attaquer délibérément. Mais avec des wyverns étant des créatures si rares et précieuses, Tia pense que c'était juste un monstre sauvage agissant seul. Il pense que c'était un incident regrettable, mais se demande s'il pourrait manger sa viande. À la maison, Tia dit que la viande de wyvern est l'un des mets les plus rares de ce monde. Haraku a fini de préparer le steak de wyvern et a fait un ragoût avec la viande de la queue. Toutes les filles pensent que c'est la première fois qu'Haraku cuisine quelque chose de bon et il est content qu'elle soit enfin impressionnée. Lou pense toujours que quelque chose cloche et se demande si Tia aurait pu se défendre contre une attaque de la lance de Haraku, mais elle lui dit que ce serait impossible car elle pourrait défaire la barrière d'un wyvern. Haraku leur demande de quoi il parle, se demandant si c'est parce qu'il n'a pas retiré tous les os. Tia dit que ce n'est rien, il ne parlait pas de manger son os ni rien. En attendant, à l'intérieur du royaume démoniaque, les hauts responsables ont reçu des nouvelles de la défaite du dragon volant. Il faudrait une force organisée entière pour en abattre un, mais le décompte révèle que c'est la vérité. Les généraux paniquent et sont frappés de peur par ce qui s'est passé et l'un d'eux veut même démissionner. À l'intérieur de l'antre de Grime au sud, Gucci a vu l'attaque de ses propres yeux et pense que la lance de Haraku percerait même le roi des dragons s'il l'attaquait. Le lendemain matin, Haraku pense qu'il manque encore quelque chose à leur repas après tout ce temps, le jus de raisin sans alcool. Il a rassemblé toutes les filles elfes pour récolter les raisins, et pour en extraire le jus, il a construit un dispositif pour qu'elles puissent marcher sur les raisins. Tia et Lia commencent à enfoncer leurs pieds profondément dans les baies et les écrasent jusqu'à ce que le liquide collant en sorte. Ils parviennent à tomber l'un sur l'autre et voient qu'ils ont été recouverts d'un liquide crémeux et collant. En se demandant comment ils pourraient garder leur rythme en faisant cela, l'un des elfes a suggéré de chanter une chanson comme ils le faisaient autrefois. Le jus commence à sortir et Tia dit à Lou de les rejoindre avec Haraku. Ils passent toute la journée à presser les raisins et ils ont laissé de la levure sur le dessus des barils pour que la fermentation puisse commencer. Ils se demandent s'ils en ont fait assez et le dieu du monde montre à l'autre dieu à quel point Haraku s'amuse et demande pardon. Cependant, le dieu de l'agriculture lui dit qu'il a réussi à mettre fin à la vie d'un humain innocent et à l'envoyer dans les profondeurs de la forêt de la mort. Non seulement cela, mais il lui a également donné la sainte lance Grime et a essayé de la déguiser en outil agricole. Normalement, cela aspirerait toute l'énergie vitale d'une personne et la tuerait instantanément, mais le dieu pense qu'il lui a donné un corps si sain qu'il pourra régénérer son énergie vitale immédiatement. Mais plus encore, elle se demande pourquoi la statue d'elle est un vieil homme, donc comme punition, elle forcera son père à rester assis comme ceci pendant 300 ans. Un jour au hasard, Zabuton a sonné les alarmes, et Haraku avait l'impression d'avoir déjà vécu ça encore une fois. Lou a reconnu la fille comme sa sœur Flora. Après avoir entendu que sa sœur avait été poursuivie par l'ange au cœur noir, laid et dégoûtant, elle a suivi sa sœur tout ce chemin. Tia lui dit de répéter cela encore une fois. Haraku l'invite à rester ici, mais elle a du mal à croire que ce vilain salaud est le mari de sa sœur. Kuro l'avertit d'être respectueuse et elle lui dit qu'il est le maître de tous ces loups infernaux et qu'il a même abattu un wyvern. C'est la première fois que Haraku entend parler de loups infernaux et se demande ce que signifie inferno. Kuro continue de montrer ses capacités, lui faisant savoir qu'il est le meilleur animal de compagnie.
Pour s'excuser d'avoir laissé les loups la dévorer comme les autres filles, Haraku lui a préparé un bon dîner de viande. Mais elle adore le truc blanc et liquide. Il lui dit que c'est juste du tofu avec un peu de sauce soja fermentée, mais elle ne comprend pas ce que ces mots signifient. Il est devenu clair pour Haraku qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a des micro-organismes qui causent la fermentation dans ce monde, alors Flora essaie de faire des recherches à ce sujet et pense que cela résoudrait beaucoup de problèmes. Après être restée quelques jours, Flora a décidé de partir et est revenue un mois plus tard. Avec elle, elle a amené une véritable armée de servantes et elles disent à Haraku de les utiliser comme ils veulent. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste. Tia remarque qu'elle est la seule à ne pas avoir amené beaucoup de ses semblables. Pour rester compétitive, elle s'envole et revient cette nuit-là avec 3 autres anges et toute une flotte d'hommes lézards. Avec tous les nouveaux citoyens, elle a apporté des poulets et Haraku est heureux de voir cet endroit se civiliser. Les servantes appartenaient à une race d'ogres, et elles aidaient à faire toutes les tâches ménagères. Cependant, il remarqua qu'aucune d'elles ne savait cuisiner, alors il commença à leur apprendre à préparer de nombreux types de repas différents. Voyant la bonne nourriture, les servantes ont commencé à expérimenter avec la viande pour préparer les meilleurs repas possibles. D'autre part, les 3 anges de Tia ont commencé à patrouiller dans la forêt pour les garder en sécurité, et les hommes lézards ont commencé à s'occuper des travaux difficiles pour accélérer la construction. Leur chef avait une écharpe pour que les villageois puissent les distinguer, et Haraku a remarqué que cet endroit commence à croître de manière exponentielle. En parlant du diable, Ria entre et lui dit qu'elle a amené le reste des elfes qui erraient dans la forêt. La salope se demande où sont passés les hommes, mais elle lui dit qu'ils sont tous morts dans la forêt. Mais ce n'est pas grave, car ils peuvent commencer à faire plus d'hommes maintenant. Quelques jours plus tard, Haraku a demandé à tous les représentants de se réunir et s'est excusé de les avoir convoqués si soudainement. Depuis que cet endroit s'est développé et que beaucoup plus de gens s'y installent, il commence à ressembler à un village, donc il voulait de l'aide pour trouver un nom. L'une des domestiques suggère de le nommer d'après la forêt, mais avec le nom Forêt de la Mort, Haraku pense que ça sonnerait comme une ville fantôme. Zabuton a montré la porte et Haraku l'a ouverte, voyant l'arbre géant au centre. C'est alors qu'il baptisa ce village le Grand Village des Arbres. Ce soir-là, tous les citoyens ont célébré le baptême de leur village, organisé une fête et ouvert le premier tonneau. Toutes les filles ont chanté le mot « mère » et Lou lui a dit qu'il est le seul pour ce travail. Cette nuit-là marqua le début de leur nouvelle vie en tant que citoyens du Grand Village de l'Arbre, et ils en profitèrent tous en buvant le jus de raisin PG. Tia était ivre et le supplia de s'asseoir à côté d'elle. Elle lui demanda pourquoi il était assis seul, mais il lui répondit qu'il était si heureux que cela lui semblait être un rêve. Mais ce n'est pas un rêve, lui a dit Tia, et ils allaient vivre ensemble comme ça toute leur vie. Elle lui dit de porter un toast à leur nouveau village. Et Lou veut aussi porter un toast. Haraku se demande combien d'années se sont écoulées depuis qu'il a trouvé le bonheur et pense qu'il va tenter l'expérience en tant que maire. À l'arrivée de l'été, le nombre de résidents avait de nouveau augmenté. Finalement, un représentant du royaume démoniaque est apparu et s'est présenté comme Bizil, offrant à Haraku une bouteille accompagnée d'un message du seigneur démon. Il voulait discuter de la situation de la colonie ici, alors Haraku se demandait s'ils essayaient de lui faire payer des impôts ou de l'expulser. Il se demanda s'il devait demander conseil à Lou ou Tia, mais Lou lui fit un clin d'œil pour qu'il se débrouille seul. Haraku prit son courage à 2 mains et informa le messager qu'il paierait volontiers des impôts, disant qu'il ne paierait que 10%. Entendre ces mots choque Bizil et Haraku se demande s'il a fait une erreur, mais Bizil accepte ses conditions. Lorsqu'il rédigeait leur accord sur un morceau de papier, le magnate des affaires a délibérément fait en sorte qu'il ne paie des impôts que sur les cultures. Mais il était quand même inquiet d'avoir été trop agressif lors des négociations, alors il a envoyé Bizil chez lui avec un cadeau. Il se demande s'il a bien tout géré, et Lou pense qu'il a fait un travail incroyable, car maintenant ils auront la protection de l'armée du seigneur démon. Tia est d'accord, mais pense que 10% est trop bas, car les colonies perdent généralement 50 à 60% en impôts. Et comme ils ne viennent qu'une fois par an pour collecter les impôts, ils peuvent mentir sur la quantité qu'ils produisent, donc Haraku vient de créer un miracle d'affaires. À l'intérieur du château du seigneur démon, les généraux sont choqués que le village du Grand Arbre ait cédé si facilement, mais suspectent qu'il pourrait avoir une arrière-pensée. Bizil reconnaît cette possibilité, mais il n'avait pas le choix puisque l'ange de l'annihilation, ainsi que la princesse vampire, se tenaient juste à côté du maire. Mais ce n'est pas tout, il y avait une armée de hauts elfes et une meute de loups de l'enfer, et même le trio d'anges tueurs patrouillant dans le village. Bizil tremble de peur, sachant qu'il ne pourrait jamais refuser leur dure négociation. Il enquête sur leur cadeau et voit les pommes à l'intérieur, alors l'un d'eux essaie de vérifier si elles sont empoisonnées. Mais Bizil remarque une autre bizarrerie dans leur cadeau.
Le tissu est fabriqué à partir d'une grande araignée démoniaque, un monstre si puissant qu'il a stoppé les anciens seigneurs démons. Randon décide qu'il en a assez et démissionne. Le lendemain matin, le souverain de tous les dragons, Draim, se présente à Haraku et vient avec son comte pour leur offrir un cadeau. Haraku voit l'épée coûteuse à l'intérieur, mais pense qu'elle a l'air un peu violente. Quoi qu'il en soit, il remercie l'homme et lui demande ce qui les a amenés ici aujourd'hui. L'homme explique que le repère de Draim est directement au sud de leur village. Ils les considèrent donc comme des voisins et sont venus ici pour offrir un accueil formel. Haraku souhaite les inviter à dîner, donc Draim prend sa forme humaine et se présente à nouveau. La nuit, il apprécie le jus de raisin PG qu'ils ont créé et en redemande, mais son assistant lui dit de partir avant qu'il ne devienne une nuisance pour le village de Haraku. Après qu'ils soient repartis avec les cadeaux qu'Haraku avait préparés pour eux, il réalisa qu'ils allaient avoir beaucoup de visiteurs, donc le lendemain, Haraku commença à construire une maison d'hôtes pour d'éventuels visiteurs. De plus, il ne voulait pas que les anges effrayent les visiteurs, et chaque fois que Zabuton les alertait d'un visiteur, tous les hommes lézards étaient prêts à partir au combat. Ce n'était pas vraiment une bienvenue, alors il a imaginé un nouveau signal pour les visiteurs avec une cloche et a créé un comité d'accueil composé de Tia et Lou, mais la gouvernante n'a pas accepté cela. Sa vie pourrait être en danger si les visiteurs étaient malveillants, alors ils ont ajouté un groupe de hauts elfes et d'hommes lézards pour le protéger. Et pour les visiteurs qui sont restés pendant la nuit, Haraku a demandé à Flora de veiller sur eux, car elle pouvait passer plusieurs nuits sans dormir. Dès que toutes les préparations furent prêtes, un nouveau groupe de visiteurs est arrivé du village hurlant. Ils voulaient établir des relations commerciales, alors Lou a décidé de s'en occuper et les a accueillis dans leur village. Elle leur a demandé si c'était tout leur groupe. Et leur chef a affirmé que c'était bien le cas. Après avoir entendu cela, Lou lui a dit qu'elle traiterait les autres comme des ennemis et les hommes errant dans la forêt ont commencé à crier. Leur chef s'est excusé qu'il traînait et Lou lui a dit que c'est dangereux d'avoir des gens séparés, alors ils devraient se comporter correctement pendant leur séjour ici. Après que les invités ont passé la journée à l'intérieur de la maison d'hôtes, Lou a verrouillé leurs portes pour la nuit et Haraku s'est demandé pourquoi il les traitait comme des prisonniers. Tia lui demande s'il ne l'a pas encore remarqué. Chaque visiteur a toujours apporté une sorte de cadeau sauf eux, donc ceux-là, avec leurs troupes qui rôdent dans la forêt, et la raison pour laquelle leur hospitalité est réduite. Le lendemain matin, Haraku se demande pourquoi ils ne leur servent pas de jus de raisin PG, mais la gouvernante en chef lui dit que c'est la différence de traitement pour les invités qui ont apporté des épées et ceux qui ne l'ont pas fait. Il souhaite qu'ils puissent au moins leur donner plus de nourriture, mais la gouvernante lui lance un regard glacé. Pendant qu'il mangeait, Tia et Lou lui disent de laisser tomber sa sympathie parce que ces gens affirmaient être venus ici pour des négociations importantes, mais ils n'ont encore rien discuté. Même alors, tout le monde était contre leur offrir du vin, mais Haraku les a quand même forcés à mettre du vin sur la table. En essayant de commencer une conversation avec eux, Haraku a découvert qu'ils venaient d'un village qui vivait de la chasse ou de l'exploitation minière. Alors naturellement, ils avaient besoin de commercer avec leurs voisins. Mais avec le récent conflit qui les a empêchés de commercer, ils sont venus au village du Grand Arbre pour ouvrir des négociations commerciales. L'un d'eux est content d'avoir arrêté de se cacher car il n'aurait pas pu profiter de ce repas, et Tia lui demande malicieusement pourquoi il se cachait. L'homme lui dit que si quelque chose de mal arrivait, quelqu'un devait retourner et informer le reste du village. Après avoir vu comment elle a habilement extrait des informations de cet homme, Haraku voulait extraire du lait de son intrigue. Finalement, le chef a commencé à négocier leur accord commercial. Comme aucun d'eux n'a de monnaie, ils souhaitent pouvoir échanger des biens physiques. Cependant, étant donné que leur village est assez éloigné et que le village de Great Tree se trouve dans l'un des endroits les plus dangereux, ils demandent à Haraku s'ils seraient ceux qui viendraient au village. Compte tenu de la distance énorme à parcourir, Haraku envisage que Kuro et les autres loups apportent les marchandises en charrette, alors il accepte et leur demande ce qu'ils ont apporté pour échanger aujourd'hui. L'homme lui montre l'argenterie et les objets en verre qu'ils produisent à partir des minerais, et Haraku pense que leurs marchandises amélioreraient grandement leur qualité de vie. En échange, ils veulent échanger des denrées alimentaires. Alors Haraku accepte volontiers. Cela marqua le début de leur relation commerciale, et avant qu'ils ne partent, le chef s'excusa de ne pas avoir apporté de cadeaux lors de sa visite. Leur village n'a jamais eu une telle coutume, alors il promet qu'il apportera quelque chose la prochaine fois, mais cela ne sera peut-être pas luxueux, car leur village est pauvre. Cependant, Haraku lui dit que la taille ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Qui savait que le professeur de physique quantique avait une petite persuasion dans sa deuxième vie? Peu de temps après, leur premier jour de commerce avec le village Howling est arrivé, et les filles ont dit à Haraku de rester en arrière puisque Tia agirait comme leur représentante. Draim a accepté d'y emmener tout le monde en échange d'un tonneau de jus de raisin. Au fil du temps, Draim avait commencé à venir régulièrement pour le jus de raisin et apportait toujours des trésors avec lui, donc Haraku était heureux de toujours le voir. Il le remercia pour le jus de raisin et partit. Quelques jours plus tard, Tia est revenue et a dit à Haraku qu'ils ont réussi à tout échanger.
Au début, les habitants étaient hésitants car ils n'avaient jamais vu cette nourriture auparavant, alors elle a décidé de leur offrir des échantillons gratuits et peu de temps après, tout le monde l'a adoré. Ils ont même vendu le vin qui était censé être pour Draim, donc Araku a promis qu'il lui donnerait encore plus de jus de raisin ce soir. Tia a révélé que le maire a demandé si certains villageois pouvaient venir vivre dans le village du Grand Arbre. Au total, il y a 20 résidents et ce sont toutes de jeunes femmes. Comme c'est pratique, Araku réalise que le village n'aura pas d'avenir car docteur. Rhys est en fait un incel qui ne développera pas l'intrigue avec aucun d'eux, il accepte à contre-cœur mais à condition qu'ils obtiennent au moins 2 jeunes hommes. La semaine suivante, les filles Arbet se présentent et disent qu'elles sont mentalement prêtes à être utilisées comme Araku l'entend tant qu'il ne les abandonne pas. Araku lui dit qu'il vient d'Alabama, elle n'a donc pas à s'inquiéter car ils ne sont pas parents et il lui dit qu'il va s'occuper d'eux, il lui demande s'ils ont amené les jeunes hommes et il voit les 3 jeunes hommes. Ce n'était pas ce qu'il espérait, mais il prie pour qu'il sauve ce village dans le futur. Après un certain temps à vivre avec tous les nouveaux résidents, Araku remarque comment tout le monde peut utiliser la magie, même les petits slimes. Il essaie de ne pas se soucier de l'impossible et se concentre sur l'agriculture, mais un tremblement de terre secoue le sol et un des anges vient l'informer qu'une vipère ensanglantée et un ours grapplé se battent. Elle l'avertit que cela pourrait commencer à affecter le village, mais alors qu'elle le transportait sur le site de la bataille, il se demandait quel goût ils auraient. Il voit leur taille gigantesque et lui demande de le déplacer vers eux aussi vite que possible. Elle le pousse en avant et d'un seul coup, il les élimine tous les deux. Tous les anges tueurs sont surpris qu'il ait réussi à éliminer ces bêtes légendaires d'un seul coup. À la maison, ils commencent à cuire la viande avec le jus de raisin PG, et les filles sont déçues que leur jus de raisin ait été gaspillé. Quant à la vipère, il la frite et a pensé que cela avait le goût de poulet frit. Il remarque qu'il manque quelque chose et est allé cette nuit-là demander à Flora des informations sur ses études de fermentation. Elle lui a dit qu'elle n'a fait aucun progrès et qu'elle a dû reconstruire la cabane 3 fois. Araku n'a aucune idée de comment c'est même possible, mais elle promet qu'elle gardera les explosifs au minimum. Les poules ont enfin pondu des œufs, alors il commence à battre les œufs, ajoute du sel et du vinaigre, et avec un peu d'huile, il crée de la mayonnaise. Juste à ce moment-là, un groupe de nains est apparu, dirigé par un homme appelé Donovan. Ils ont entendu parler du jus de raisin PG et se sont excusés car ils n'ont pas d'argent, mais ils ont la technologie nécessaire pour créer les meilleures boissons russes. En utilisant la distillation, il offre à Araku une nouvelle forme de smoothie, et Araku pense que ce truc est plus fort que la manière forte dont son père avait l'habitude de le frapper. La fête de Donovan a fini par rester dans le village pour préparer plus de smoothies PG, et Araku a organisé une fête pour accueillir les femmes bêtes et les nains qui ont rejoint leur village. Draime est encore en train de boire, et Lou est content qu'ils rendent leur village riche à lui seul. Son assistant l'attache et l'entraîne loin. Le nain le remercie de les avoir accueillis. Pendant que Araku buvait, il a réalisé qu'il y avait enfin un vieil homme à côté de lui, alors il a essayé de lui demander si l'une de ses filles avait attiré son attention. Le nain a pensé qu'elles étaient toutes jolies, mais il préfère les femmes avec de grandes barbes. Araku se rend compte que ces femmes pourraient finir par devoir voir son petit atout après tout. Le lendemain matin, un dragon vole directement vers le village et Araku essaie de l'abattre avant qu'il ne cause des problèmes, mais Dream vient pour le faire tomber. Un 3e dragon apparaît avec une aura menaçante, alors Araku lance sa lance pour sauver Draim. À la dernière seconde, le dragon esquive de justesse, mais l'assistant de Draim lui fait savoir qu'ils ne sont pas des ennemis, surprenant Araku. Il présente les 2 nouvelles femmes. Ce sont la fille de Draim, Lastismoon, et maman Melkis, Grafaloon. Et je veux jouer avec ces ballons comme un babouin. Araku lui demande pourquoi sa femme et sa fille étaient là, et Dream essaie d'expliquer la situation. Il n'arrête pas de sortir en douce de chez lui la nuit, alors maman Melkis s'inquiétait qu'il ait une maîtresse. Dream essaie d'expliquer que tout cela relève de la haute politique, et maman Melkis pense que tous ses soupçons sont enfin confirmés. Dream les supplie de ne pas tirer de conclusions hâtives. Après tout, il a aussi un petit talent de persuasion, donc il n'aurait jamais le courage d'avoir une liaison de ce genre. Araku s'excuse d'avoir aggravé la situation, mais Draim dit que ce n'est pas sa faute et leur dit de s'excuser. Lastismoon s'excuse d'avoir presque brûlé ce village et maman Melkis s'excuse d'avoir presque failli le brûler après qu'il ait pointé sa lance sur sa fille. Araku est content que tout se soit bien terminé et après son départ, Draim demande à sa femme si elle comprend ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Bien qu'ils soient peu nombreux, la lance d'Araku à elle seule peut renverser leur royaume entier. Maman Melkis n'aurait pas pu esquiver la lance si ce n'était pour Zabuton, une vieille amie à elle. Elle dit à Lasti qu'elle va lui confier une tâche très importante. Elle va vivre dans ce village pendant un moment. Ils ne peuvent pas ignorer un tel pouvoir, alors elle espère au moins s'assurer que son pouvoir ne sera jamais utilisé contre eux.
Dream lui demande si elle est sûre de cela, mais maman Melkis pense que c'est le meilleur résultat pour Lasty. Araku l'accueille volontiers au village, mais réalise rapidement qu'elle est trop puissante, et même ses éternuements emportent tout son progrès. Il se demande à quoi les dragons peuvent être utiles, alors Tia lui rappelle que les dragons comme Dream ont tendance à être très sages et bien informés. Donc Araku pense qu'elle serait bonne pour des relations diplomatiques. La prochaine fois que Byzil les a visités, il a vu Lasty et l'a immédiatement reconnue. Elle était l'infâme dragon fou de la destruction. Elle lui a demandé ce qu'il avait amené ici aujourd'hui, et il a essayé de demander des oranges, mais elle lui a dit qu'il n'y en avait plus en stock. Alors elle a essayé de l'intéresser à des fraises. Byzil s'est juste figé en regardant ses cornes et a dit qu'il prendrait 10 boîtes de tout ce dont elle parlait. Elle prépare sa commande et lui demande s'il veut qu'elle les compte, mais la seule chose qu'il compte, c'est les minutes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, comme son père l'a fait.